7e session ordinaire du Conseil des ministres des pays membres du CILS s'est ouverte ce matin. Ce Conseil des ministres du CILS statue sur les travaux des experts. Pour une meilleure visibilité du programme de coopération Tchad-UNICEF, les responsables des médias et les points focaux dans les organes de presse sont en formation depuis ce matin. Les travaux de validation des études sur le scorpion dans les zones arides se sont achevés au CEFOD. Un plan d'action de lutte contre les scorpions est mis sur pied. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous sommes lundi, notre éditorial de la semaine porte sur la capacité des entreprises tchadiennes à relever le défi du développement. C'est un éditorial signé Amat Makaila. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il se passe des choses intéressantes ces temps-ci sous nos cieux, des choses intéressantes, oui, mais attention, des choses d'une interpellation tranchante. Elle nous renvoie à nos responsabilités. Le gouvernement de la République a matérialisé un accord de partenariat avec la Chine. Coût de l'opération, 2 milliards de dollars US. Il s'agit d'un prêt auprès de la Lexing Bank destiné au financement des infrastructures hydro-agricoles, énergétiques et équipements. Déjà, pour le symbole, le Tchad s'en tire grandi puisqu'il ne faut pas se leurrer. La maxime est là pour le rappeler, on ne prête qu'aux riches. Si la crédibilité et le caractère solvable de notre pays devraient se mesurer à l'aune de ce partenariat, il est clair que le Tchad aura marqué un sacré coup sur l'autel de sa renommée, sa prestance et sa bonne tenue. Une banque, quelle que soit sa nationalité, reste une banque. Sans un minimum de garantie, elle ne saurait s'engager. Mieux, ce que les négociateurs tchadiens n'ont pu obtenir en amont, le président de la République le rattrape en aval en réussissant au forceps la sous-traitance avec les entreprises locales à hauteur de 30%. C'est un jalon supplémentaire dans son engagement volontariste de faire du Tchad un pays émergent à l'horizon 2025. Mais nos opérateurs économiques sont-ils à la hauteur de ce challenge? Rien n'est moins sûr. Encore faudrait-il qu'elles aient le gabarit, la surface financière et le profil requis pour prétendre à ces 30%. Le seul fait qu'elles sont des droits tchadiens et immatriculées au registre de commerce ne suffit guère. À défaut, nos partenaires exécuteront à 30%, 100% j'allais dire, les 10 projets et on ne doit à ce moment s'en prendre qu'à soi-même. Pendant combien de temps nos opérateurs économiques resteront dans l'import-export, la quincaillerie, l'épicerie et la boulangerie? La création des richesses et la promotion de l'emploi, sous-bassement de tout développement économique, exigent un peu plus d'organisation et de créativité. En 2004, avec l'exploitation de brut de Doba, pas une seule entreprise de droit tchadien n'a pu se positionner au point où même le marché de la blanchisserie et la fourniture des œufs a été enlevé par une société étrangère. Il n'est pas envisageable de construire un secteur économique tout à la fois compétitif et viable avec des entreprises domestiques sans profil et sans comptabilité, au moment où les autres parlent en termes de trust. Combien sont nos entreprises sensibilisées à défaut d'être arrimées au droit OHADA, alors qu'aujourd'hui, vous ne pouvez prétendre à aucun partenariat économique dans la zone CFA si vous n'êtes pas sensibilisé au droit OHADA, et si d'aventure vous le faites mal et souvent à perte. Il faut reconnaître que la puissance publique a manqué à son devoir de préparation et d'encadrement, même si la volonté politique avec la récente création du département des PMI-PME existe. La prise en main de nos opérateurs économiques tarde à s'en mettre en place. La Chambre de commerce se bat comme elle peut, mais il reste que les fruits ne tiennent toujours pas les promesses des fleurs. Les habitudes ont la peau dure. Il manque une certaine synergie entre la Chambre de commerce et le patronat d'une part et de l'autre entre les deux départements interfaces que sont le ministère des PMI, PME et le ministère des Commerces. La stratégie de vase communicant fonctionne mal entre ces différentes entités. À ce rythme, les 30% sont manifestement hors de portée. Vivement lundi prochain. Dans le cadre de l'opération Cobra, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a sillonné la zone méridionale. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette tournée du chef de gouvernement. Un commentaire signé Ramad Deye Hassan.
La mission de vérification administrative et financière créée par les plus hautes autorités a pour objectif principal d'assainir les finances publiques du pays et de restaurer l'autorité de l'État. Depuis sa mise en place, les inspecteurs et contrôleurs du comité interministériel dirigé par le ministre de la Justice, de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance a sillonné 5 régions du pays. Il s'agit du lac, de Agar-Lamis, de Mayo-Kébi Est et Ouest et de la Tandjilé. Le chef de l'État Idriss Déby Itno, depuis la présidentielle de 1996, a décrié toujours le comportement de certains de ses concitoyens qui excellent dans des pratiques qui mettent en mal les finances publiques. L'administration, c'est d'abord des règles, des procédures et des mécanismes à respecter. Mais on constate que l'administration générale au Tchad est caractérisée par un réel dysfonctionnement et une baisse de performance des services publics déconcentrés, tant sur le plan administratif que financier. Lors de cette mission, des investigations ont été faites dans les régies financières, dans l'administration civile et militaire, ainsi que des secteurs de développement rural. Dans les 5 régions précitées, les constats sont presque similaires, ce qui démontre l'impératif de la mise en œuvre effective des principes de la politique de la Renaissance, qui sont la restauration de l'autorité de l'État, la transparence dans la gestion de fortunes publiques et l'efficacité dans l'administration pour le mieux-être de la population tchadienne. Des mesures d'ordre général et spécifiques sont prises par le Premier ministre Emmanuel Nadingar à l'encontre de certains responsables et agents indélicats qui ont failli dans la mission qui leur a été confiée par les plus hautes autorités du pays. Dans les différentes régions visitées, le chef de gouvernement attend de la part de la mission Cobra des renseignements précis et objectifs sur les régies financières, la gestion des tracteurs et la distribution des intrants et la gestion des maîtres communautaires et de bien d'autres services de l'État. Le Premier ministre appelle à la responsabilité de toute la chaîne de commandement, du gouverneur au chef de canton, pour que chacun assume pleinement sa responsabilité. Des responsables et agents consciencieux qui assument leur activité avec dévouement, abnégation et professionnalisme ont été félicités et encouragés par le chef du gouvernement. Cependant, quelques responsables et agents ont été relevés de leurs fonctions et feront l'objet de poursuites judiciaires. Quelques citoyens de l'intérieur du pays réagissent. Nous voulons un changement dans la ville de Pala. Donc il faut un homme qui le faut. Il ne faut pas qu'on ramasse des hommes qui viennent nous escroquer et puis s'enrichir au dos de leurs parents. Là, nous ne voulons plus ce système-là. La mesure ne peut être que juste par rapport au personnel qui n'ont pas pu tenir à leur mission. C'est très intéressant. On aurait souhaité mieux vaut tard que jamais. Mais si chaque fois le gouvernement initie ces actions pareilles, ça serait vraiment des éléments qui vont contribuer au développement du pays. La mission de vérification administrative et financière des services déconcentrés de l'État se poursuivra dans d'autres régions du pays. En prélude à la tenue de la 16e conférence des chefs d'État du SILS, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, les résultats des travaux des experts sont soumis à l'approbation des ministres des pays membres de la dite institution. La rencontre des ministres du SILS a été ouverte ce matin. Le point avec Doba Robert. La 47e session ordinaire du Conseil des ministres du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel est ouverte. Elle regroupe les ministres de l'Agriculture et de l'Environnement des pays membres du SILS. Ces ministres auront à examiner les travaux des experts du Comité régional de programmation et de suivi de l'organisation sous-régionale. Le document soumis à l'approbation des ministres met l'accent sur les potentialités dont regorge le Sahel. Il est question de créer les conditions favorables pour la récupération des terres cultivables, la mobilisation des ressources en eau et le renforcement des capacités des agences de services techniques dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. La 47e session ordinaire du Conseil des ministres se penchera également sur la signature de la nouvelle convention révisée du SILS. Le choix est le lieu de la date de la prochaine conférence du sommet des chefs d'État et de gouvernement. C'est aussi une occasion pour les participants de faire un état des lieux de la campagne agricole 2011-2012. Une campagne agricole caractérisée par un déficit pluviométrique. Les actions engagées par le SILS et ses partenaires ont permis d'amoindrir les effets de ce déficit de production, notamment l'appel à la communauté internationale en décembre 2011, réitéré en avril 2012 après la tenue du réseau de prévention des crises alimentaires à Paris. La réunion de haut niveau
6 CEDEAO UEMOA sur la sécurité alimentaire organisée au Togo en juin 2012. Le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation invite ses pairs à débattre de fond en comble les problèmes que rencontre le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. En ma qualité de ministre coordinateur du SILS, je vous exhorte à examiner toutes ces questions avec la plus grande attention afin de faire des propositions pertinentes aux chefs d'État pour faciliter la prise de décision. Je suis sûr que vos contributions et vos réflexions, toujours attendues avec impatience, feront avancer significativement les questions inscrites à l'ordre du jour. Les partenaires techniques et financiers et le Club du Sahel, pour leur part, se félicitent des actions que mène le SILS. Ils réitèrent leur engagement à soutenir l'organisation sous-régionale en faveur des couches vulnérables. Les travaux du Conseil ordinaire des ministres du SILS seront soumis à la 16e conférence des chefs d'État qui se tiendra du 4 au 5 juillet 2012 à N'Djamena au Tchad. Les lacs Ounyanga sont inscrits depuis plusieurs sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La décision a été prise au cours de la 36e session de l'UNESCO qui s'est tenue à Saint-Pétersbourg en Russie. Le Tchad a été représenté à cette session de l'UNESCO par le ministre de la Culture, Kayar Omar Defala, que je vous invite à suivre. Au nom du peuple tchadien et de son gouvernement, les experts de l'UNESCO, ceux de l'Union internationale pour la conservation de la nature et les experts indépendants qui ont su, à juste titre, évaluer cette merveille de la nature que sont les lacs d'Ounyanga. Le gouvernement de la République du Tchad s'engage à mettre en œuvre les recommandations de l'UNESCO afin de préserver et conserver durablement le site des lacs Ounyanga au bénéfice de l'humanité tout entière. Encouragé par cette décision d'inscription, le gouvernement de mon pays soutiendra son équipe scientifique afin que d'autres sites soient également inscrits sur cette prestigieuse liste. La prochaine étape concerne une de nos régions appelée Galta d'Arché. Il s'agit également du lac Tchad, dont la sauvegarde s'impose pour préserver la vie à la trentaine de millions d'âmes qui vivent du et autour du lac. Pour toutes ces raisons, la recherche paléoclimatologique dans les lacs Ounyanga se poursuivront afin de mettre en évidence les autres secrets qui entourent ces fabuleux lacs. Mes félicitations à vous, Madame la Présidente, pour avoir su mener les débats avec diligence et intelligence. J'invite chacun à vous de venir au Tchad. Un communiqué de presse avant de passer à autre chose. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Bachar Ali Suleiman, a reçu ce lundi 2 juillet 2012 les autorités soudanaises avec les leaders des réfugiés. Le représentant de la délégation soudanaise, Ahmad Al-Jazouli, a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre de la réunion tripartite Tchad-Soudan-HCR qui se tiendra à Béché du 3 au 4 juillet 2012. Responsables et points focaux du programme de coopération Tchad-UNICEF dans les médias sont en atelier de formation depuis ce matin à la Maison des médias. Ils vont acquérir quelques notions sur les 10 programmes. Les détails avec Adef Ahmad Ben Rama. Dans le programme de coopération Tchad-UNICEF, d'importants défis restent à relever dans les domaines de la santé et de l'éducation où les indicateurs sont peu reluisants. Pour gagner le pari, l'implication des médias pour un plaidoyer dynamique s'impose. C'est ce à quoi sont conviés les responsables et points focaux des médias. L'agenda de l'atelier de formation a prévu des thèmes tels que rôle et place de la communication dans la mise en œuvre du programme et ses priorités. Santé et nutrition, le comportement à promouvoir en matière de lutte contre le VIH-Sida sont aussi au menu des travaux. Nous comptons beaucoup sur la communication. Vous êtes un vecteur très important dans le travail que nous faisons au niveau de l'UNICEF. Au nombre de défis, disais-je, il y a la malnutrition. Vous savez, aujourd'hui, toute la bande sahélienne tchadienne, en commençant par Bol, le Kanem, le Bata, le Wadi Fira, le Wadi
et de Salamat sont réellement confrontés à un sérieux problème de malnutrition qui menace la vie de nombreux enfants. Après avoir souligné les rôles combien importants que joue la communication, le secrétaire général du ministère de l'Information a exprimé la préoccupation du gouvernement dans le cadre du programme de coopération. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Information et de la Communication, fait de la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants son cheval de bataille. C'est dans cette optique que le Tchad, sous l'impulsion du président de la République, Idriss Déby Itno, a ratifié les conventions internationales et sous-régionales. Le secrétaire général du ministère de l'Information devait par la suite exhorter les hommes des médias conviés à l'atelier à tirer le maximum de profit, car justifie-t-il, les informations qui leur seront fournies les aideront à sensibiliser efficacement la population pour un changement de comportement. Le programme d'appui au développement local et à la gestion des ressources naturelles a organisé sa première journée bilan de la mise en œuvre du programme dans la région du Chari-Bagrimi. Cette rencontre qui s'est tenue à Massénian, chef-lieu de la région, a permis de faire l'état des lieux des réalisations et des projections pour la prochaine campagne. Gandatao Amia nous en dit plus. Un an après sa mise en œuvre dans la région du Chari-Bagrimi, les responsables du programme d'appui au développement local et à la gestion des ressources naturelles, PADL-GRN, évaluent son exécution sur le terrain. Le PADL-GRN a apporté son appui aux producteurs ruraux du Chari-Bagrimi pour leur structuration, la valorisation des filières de produits agricoles et forestiers, la gestion des ressources naturelles, de réalisation des micro-projets et d'appui à la microfinance. Comme dans les autres régions du pays, le PADL-GRN s'appuie sur l'organisme correspondant régional INADES Formation Tchad, qui a accompagné les organisations de la société civile porteuses de projets par l'information, la formation, l'appui, conseil et le suivi technique et financier. Selon les responsables du programme d'appui au développement local et à la gestion des ressources naturelles, PADL-GRN, cette première année a permis la réalisation de plusieurs activités, le renforcement de la dynamique participative de développement du monde rural. Les participants à cette première rencontre d'évaluation ont fait une projection. La couverture prochaine des besoins en développement de la microfinance et en élaboration des plans de développement local dans 9 cantons, la sélection des demandes d'octroi des subventions à 29 groupements de base, dont 11 groupements féminins. Fin hier au CFO de l'atelier de mise en œuvre d'un plan de lutte contre les scorpions qui cause énormément de victimes au nord du pays. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Adoumbey Hortense. Les régions arides du Tchad telles que l'Enedi, le Borkou et le Tibesti présentent des conditions propices au développement des scorpions. Loin de faire du bien, ce pédipalpe venimeux à piqûre mortelle a pour véritable proie les personnes et les animaux. Face à un tel danger, il faut agir. C'est pourquoi le ministère de la Santé et ses partenaires conjuguent depuis 48 heures leurs efforts pour identifier un plan d'intervention rapide. À cet effet, ils se sont basés sur les résultats des études menées au préalable sur le scorpionisme dans les zones arides du pays. Soumis à l'approbation des participants, le texte ressorti de ces études a été approuvé. Il ne reste qu'aux acteurs sur le terrain d'échanger avec les victimes et de les sensibiliser pour éviter le pire. Les études menées sur le scorpionisme démontrent également que les piqûres de cette pédipalpe ne sont mortelles qu'aux autochtones. Pour agir promptement et efficacement, les participants sollicitent de la part du gouvernement et des partenaires des moyens d'intervention rapides et conséquents. Au gouvernement de mobiliser les ressources nécessaires à la lutte contre le scorpionisme dans les régions arides au Tchad, de renforcer en personnel médical et paramédical les formations sanitaires des 3 régions afin de leur permettre d'assurer la prise en charge adéquate des cas de piqûres de scorpions. Le directeur de la santé préventive convie à cette occasion les victimes à signaler tout cas de piqûre de scorpion pour leur éventuelle prise en charge. Le complexe Mabrouka Nour al-Islam de Moundou pour la mémorisation du Saint-Coran ouvre ses portes aux nouveaux fidèles convertis à l'islam. L'ouverture de ce complexe est la réponse aux attentes des fidèles. Un reportage de Ali Brahim Suleiman. Mabrouka Nour al-Islam de Moundou est un complexe mixte pour la mémorisation du Saint-Coran
qui éduque les fidèles musulmans sur les sciences religieuses, l'unité islamique et la culture de la langue arabe. Ce complexe mixte vient d'ouvrir des internats pour répondre aux besoins de ces apprenants. Le complexe Mabrouk Al-Nour Islam a été créé le 20 décembre 2000, qui compte actuellement 160 élèves, filles et garçons. L'initiative de propager la religion musulmane, la vulgarisation de la culture islamique et la cohabitation de la population entre elles est saluée par le directeur des affaires religieuses Tahir Gassi ainsi que Cheikh Abdeldaïm Abdoulaye Ousmane, conseiller des affaires islamiques. Il souligne par ailleurs que le complexe mixte Mabrouk Al-Nour al-Islam de Moundou a pour devoir de transmettre la connaissance de l'islam aux fidèles musulmans de la ville de Moundou, de ses environnants et d'au-delà de la région du Logone occidental. En sport, 2 athlètes et une judoka iront à Londres pour défendre les couleurs nationales aux Jeux olympiques de 2012. Pour le secrétaire général du COST, Comité olympique sportif tchadien, Idriss Dokoni Adiker, c'est pour la première fois que le Tchad sera présent aux Jeux olympiques avec 3 athlètes qui ont mérité leur qualification. Suivez. Nous prenons les meilleurs athlètes à la période où nous participons aux Jeux olympiques, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons des athlètes qui sont dans un centre à Dakar, ils font l'athlétisme, en l'occurrence de M. Abdelrahim qui fait le 200 mètres et le 100 mètres et Mlle Nikissia qui fait le 200 mètres. Ils ont même d'ailleurs pris part aux championnats africains qui s'est déroulé à Cotonou. Et en judo, nous avons Mlle Karine qui s'est elle-même qualifiée pour participer dans le cadre de 70 kg. Fierté, oui, du comité olympique et en même temps de la fédération de judo qu'il faut saluer au passage, qui a fait d'énormes efforts. Et c'est vrai que le comité olympique a aussi beaucoup contribué pour que cet athlète soit qualifié. Et vous savez, le sport, c'est comme le jeu de hasard. Il y a des moments où les athlètes ils sont bien portants et ils font de belles performances. Et il y a des moments où, malheureusement, même si on est meilleur, on ne peut pas être performant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est déjà un pas supplémentaire si on arrive à faire qualifier des athlètes aux Jeux olympiques. À l'époque, on n'a jamais eu cette chance. Ça prouve effectivement que les gens, les fédérations et puis tous les athlètes ont pris conscience et qui se sont dit pourquoi pas nous si les autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'espère bien qu'avec les années qui suivent au Brésil 2016, on aura bien plus d'athlètes qui se feront qualifier. En prélude à la journée mondiale de la population, le quart de finale de handball version homme a opposé l'équipe Warriors à Académie. Les détails sur ce match avec Innocent Kilayo. Dès le coup d'envoi de ce premier match de quart de finale, ce sont les champions en titre de Warriors qui se sont montrés les plus dangereux dans la zone de défense du club Académie. Les champions en titre de Warriors dominent la partie et trouvent le chemin du but adverse à 3 minutes seulement du coup d'envoi. Galvanisés par cette ouverture de score, les handballeurs de Warriors multiplient les actions offensives et aggravent le score. Après un quart de jeu, les académiciens se réveillent, mais l'écart du score est déjà grand. 12 buts à 8 en faveur de Warriors à la pause. À la deuxième partie, les académiciens profitent de l'absence du meneur de jeu des Warriors expulsés et prennent le match en leur compte. À 10 minutes de la fin, les académiciens pêchent par l'inexpérience et se font dominer une fois de plus par les handballeurs de Warriors qui finissent par gagner le match sur un score de 22 buts à 20. Warriors, le vainqueur de ce match, jouera contre Smedi le 5G et les académiciens tenteront leur dernière chance le 3G contre le même club, Smedi. En football, l'avant-dernier match de la 9e journée de la phase aller s'est joué au stade Idriss Mohamed Ouya. La rencontre qui a opposé AS Coton Tchad à Foula Edifice s'est soldée par la victoire de Foula Edifice. Une chronique sportive signée Kadnouba Théophile. Les footballeurs de AS Coton Tchad et de Foula Edifice qui se connaissent parfaitement ont attaqué le match sans complaisance. Ce sont les cotonculteurs qui sont les premiers à manifester leur velléité offensive. Ils se présentent à plusieurs reprises dans le camp de Foula Edifice, mais ils pêchent dans la finition. Les sociétaires de Foula Edifice, qui n'ont pas pris le match du bon bout, retrouvent leur armature tactique après un quart d'heure de jeu. Ils développent un jeu posé plein de finesse. Après quelques tentatives offensives,
mal exploité par la ligne d'attaque, Abdelaziz ouvre la marque à la 22e minute sur un joli lob. Foula Édifice 1, AS Coton-Tchad 0. Ce but galvanise davantage les bleus et blancs qui vont prendre le match à leur compte. Malheureusement pour ceux-ci, Dukolum Ezaï va profiter d'une erreur défensive pour tromper Bruce Mabaya et mettre la pendule à l'heure. AS Coton-Tchad 1, Foula Édifice 1. C'est le score à la mi-temps. À la reprise, les joueurs de Foula Édifice accentuent la pression dans le camp adverse. Les cotonculteurs qui procèdent par de contre vont mettre de temps à autre la défense de Foula Édifice sur des charbons ardents. Les champions sortants vont profiter d'une mauvaise organisation tactique de la défense adverse pour mener au score par l'intermédiaire d'un Ghetto Bay. À 6 minutes de la fin du temps réglementaire, les cotonculteurs obtiennent un penalty. Ezaï, le capitaine de AS Coton-Tchad, se charge de l'exécution et voit son tir renvoyé par Bruce Mabaya. Les bleus et blancs vont bénéficier de 2 occasions nettes de but pendant les 4 minutes de temps additionnels par l'intermédiaire de Raimadi Moussa qui n'arrive pas à les concrétiser. Finalement, le match s'achève sur le score de 2-1 en faveur de Foula Édifice. Ici s'achève cette édition. Passez une excellente soirée. À demain.